Perdu dans la jungle du web moderne, de ses frameworks et ses standards, notre personnage principal est perdu. Depuis le début de sa carrière, au fil des semaines, des mois et des années, il voit naître tous ces nouveaux outils, prometteurs et révolutionnaires, mais qui demain, peut-être, seront délaissés et remplacés par de nouveaux, encore plus mieux. C'est avec tristesse et mélancolie qu'il repense à tous ces frameworks, librairies, outils en ligne de commande et autres éditeurs de code. Un peu de respect, s'il vous plaît. S'ils n'ont pas déjà disparu de nos projets, peut-être ont-ils déjà disparu de nos radars de coolitude. Cette situation l'inquiète et l'empêche de dormir. Dans le cadre de son travail, il doit faire des choix techniques. C'est à ce moment-là que notre personnage a pris la décision d'aller voir une thérapeute. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Sablonnière. Alors, qu'est-ce qui vous amène? La dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a bien 10 ans, il me semble. Au moins. Vous commenciez votre premier job, il me semble, et vous aviez déclaré une crise existentielle sur l'usage des espaces ou des tabulations. Et sur la prononciation des GIFs animés. Des GIFs, vous voulez dire? Ah, oui. Oui, mais ça c'est du passé. Je me posais pas les bonnes questions, j'étais débutant. Maintenant, je prends du recul sur le monde du front-end et je fais un constat. Il y a beaucoup trop de hype et les gens sont complètement amoureux de leurs outils. Il y a des effets de mode, c'est devenu n'importe quoi, j'en ai marre. Voilà, ça m'énerve. Ça vous énerve? Oui. Mais dites-moi en plus quand même, quel problème ça implique tout ça? Alors, problème numéro 1. Attendez, je vous arrête. Vous êtes toujours une personne qui répondait à une question avec un PowerPoint? Ouais, c'est vachement pratique, non? Bon, bref. Problème numéro 1. Quand on choisit un framework ou une librairie front-end, un écosystème, on oublie souvent en fait le problème qu'on voulait résoudre à la base, et pourtant, on a déjà trouvé le bon outil, la solution, avant même d'avoir trouvé le problème. Alors, parfois, c'est le bon outil pour le bon job, mais parfois, ça résout des problèmes qu'on n'a pas vraiment, quoi. Mais du coup, pourquoi vous faites ça? En fait, parfois, c'est parce que c'est cool. Du coup, bon, on fait un peu passer l'expérience du développeur qu'on est, développeuse, avant l'expérience des utilisateurs du produit qu'on développe. Mais ouais, c'est un peu pour ça, quoi. Sinon, parfois, c'est aussi parce que la techno est développée, maintenue, utilisée par des géants du web, et du coup, c'est une super raison pour l'utiliser. Continuez. Ok. Problème numéro 2, quand on choisit un écosystème, une librairie, ses frameworks, etc., on a tendance à s'enfermer dedans, en fait. On ouvre une porte, on rentre dans la pièce, on est bien au chaud, et du coup, on va préfixer toutes nos recherches Stack Overflow avec React, Vue ou Angular, alors qu'on est peut-être en train de faire un truc qui est beaucoup plus universel. Moi, ça me rappelle quand on utilisait tout jQuery, pour formater une date ou trier un tableau, on faisait comment trier un tableau avec jQuery, mais ça n'a rien à voir. Et là, on revit le même truc, on va faire l'énième composant DataGrid pour notre framework, et on va vraiment s'enfermer là-dedans, tomber amoureux des fonctionnalités dont on n'a probablement pas besoin, etc. Et donc ça nous enferme et on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Du coup, on va remplir notre cerveau avec des fonctionnalités bien spécifiques à nos écosystèmes, alors qu'on pourrait mettre des patterns, des connaissances beaucoup plus universelles dans notre cerveau, en fait. D'accord, je vois. Problème numéro 3. Et finalement, celui-là, il est un peu plus universel que le monde du front-end. On a tendance à produire du code qui est fortement couplé, où toutes les couches sont couplées entre elles. Du coup, au lieu d'avoir des couches bien identifiées, bien isolées, avec des interfaces, on va faire, ça part avec le scope global, et hop, vas-y que je te mélange la base de données, le template, etc. Et du coup, c'est un peu le bordel, quoi. Alors, le problème, c'est que quand notre framework évolue, quand il disparaît, votre framework va disparaître un jour. Quand un nouveau standard arrive, ça devient compliqué de débrancher notre code de tout ce truc-là et de faire évoluer étape par étape. Donc du coup, on va jeter à la poubelle pas mal de connaissances et pas mal de code, quoi. Hashtag j'aime les refontes techniques. Là, j'ai rien compris, quoi. Vous m'avez complètement perdu.
En fait, c'est un peu comme ma télé. Vous vous souvenez quand je suis venu vous voir il y a 10 ans, je venais de m'acheter avec mon stage une super télé, et cette télé, je l'ai toujours, et elle marche aussi bien qu'il y a 10 ans. À part avec certains épisodes de Game of Thrones, mais ça, c'est un autre problème. Mais du coup, elle marche toujours comme il y a 10 ans, parce qu'elle fait une seule chose, elle le fait bien. Elle a une interface de l'HDMI. Du coup, elle s'en fout de savoir ce qu'on va brancher dessus. Moi, j'ai branché un gros PC, puis un petit PC, ensuite un Media Center. Elle ne savait pas, il y a 10 ans, qu'un jour, il y aurait la Switch, et que ce serait trop cool. Elle a juste une interface, et elle s'adapte au reste. Et en fait, moi, aujourd'hui, dans le monde du front-end, je vois trop de télé comme ça, en fait. Mais c'est vrai que ça, au début, c'était super bien. Moi, j'en avais une, et il n'y avait rien à brancher. On avait tout dedans, c'était magique. Bon, par contre, quand la télé ou le magnétoscope tombait en panne, fallait tout racheter, quoi. Ça, c'est parce qu'il y a un couplage fort entre la couche magnétoscope et la couche écran. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je vois. Mais je pense que le plus simple dans votre situation, ça serait peut-être de commencer une thérapie de groupe avec des professionnels de votre domaine. Et je pense que du coup, je vous ai réuni un petit groupe, tout petit groupe. Ils sont beaucoup là, non ? Non, pas beaucoup. Et puis, vous allez en parler avec eux. Allez, hop. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça va le faire. Je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du web, de ses frameworks et de ses standards. Un sujet pas du tout polémique, avec aucune guerre de chapelle, tout le monde est d'accord, tout le monde s'aime et fait des câlins, bien entendu, surtout sur Twitter. Donc on va essayer de déconstruire un peu tout ça ensemble dans l'espoir de mieux construire et reconstruire nos applications. Ok, donc on utilise tous les jours tous des outils super cool qui nous apportent des solutions, mais c'était quoi le problème à la base en fait ? Et donc sur cette partie, j'ai essayé d'isoler un peu les problèmes que moi j'ai rencontrés en tant que développeur et les problèmes que rencontraient les utilisateurs des applications sur lesquelles j'ai bossé. Et du coup, d'un côté, on a les problèmes de l'utilisateur. Donc en tant que... Alors d'abord, on va faire en tant que dev. Non, en tant que... Utilisateur, ouais. En tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un premier chargement rapide. On veut que une fois la page chargée, que les navigations consécutives soient rapides aussi. On veut que ce soit fluide, réactif, etc. On veut que la conso batterie, CPU soit plutôt calme. Il faut en laisser pour Chrome. On veut que ça marche pour tout le monde. Et on veut que ça marche partout. Jusque-là, tout va bien. Par contre, déjà, là, on voit que le contexte joue à mort. C'est-à-dire que ici, l'importance de comment vous allez prioriser ces problèmes, genre celui-là, il est plus important, ça dépend énormément de votre contexte et particulièrement de ce que vous codez. D'accord ? En fonction de ce que vous codez. Donc, si vous codez une app où l'utilisatrice a un usage assez intense, type Gmail, Slack, le premier chargement, la rapidité du premier chargement, ce n'est pas votre première priorité. En tout cas, ce n'est pas celle de ceux qui font Slack. Mais de l'autre côté du spectre, si vous avez un site qui est beaucoup plus consultatif, un peu de contenu, un site institutionnel, etc., avoir des rafraîchissements du DOM à 60 fps, c'est pareil, ce n'est pas votre priorité. Alors, côté dev, on veut gagner du temps, parce qu'on est fainéant. On veut écrire du code propre réutilisable, on veut des abstractions pour avoir vraiment un modèle de pensée assez simple, on veut isoler les impacts pour éviter vous savez, le crossing fingers driven development, genre j'ai rien cassé. Et on veut éviter les bugs le plus possible, les voir le plus tôt possible et collaborer avec des moldus, enfin des designers. Du coup, là, pareil, ça dépend vachement, je vais le laisser à l'écran, ça dépend vachement du contexte, ça dépend de avec qui vous codez. Vous allez mettre les priorités différemment. Donc là, si vous êtes plutôt back-end, vous dites non mais attends Hubert, il y en a qui font du back-end, ouais. Ok, un peu, beaucoup. Là, vous dites non mais attends Hubert, là tu viens de nous citer des problèmes qu'on résout dans le front-end depuis 10 ans. Putain, vous les gens du front-end, vous vous êtes compliqué la vie avec vos outils alors que c'est hyper simple. Ouais. Les gens du back-end qui disent que le front-end, c'est compliqué.
Bref, on va se poser vraiment la question, on va mettre l'ironie à part, et on va se poser la question comment on en est arrivé là finalement. Et donc, voilà. Pour comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà. En fait, à la base, on avait un web assez simple. Pendant mes recherches, dans ma tête, un navigateur est un triangle. Admettez-le, et ça ira très bien. Donc, au départ du web, on avait un web assez simple. L'utilisateur fait une requête, tape une adresse dans la barre, une URL dans la barre d'adresse. Le navigateur fait une requête HTTP GET, le serveur répond avec de l'HTML, le navigateur le parse, il a un document, il affiche à l'utilisateur, merci, au revoir. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a rajouté des images et du CSS. Wow, c'était beau. On n'avait plus que des fonds gris. Ouais, vous vous souvenez? Ensuite, on a rajouté des formulaires. Première fois qu'on avait des éléments un peu interactifs dans la page web, l'utilisateur pouvait interagir avec le document. Et ensuite, tout bascule. On a rajouté le JavaScript. Et là, nouveau joueur dans la partie, en fait, le moteur JavaScript, on a enfin la possibilité en tant que dev de répondre directement à des interactions de l'utilisateur sans faire d'aller-retour serveur. Et au final, au départ, c'est quand même super. Alors, au départ, on a juste fait de la manipulation de DOM, on a validé du formulaire. Donc le DOM, c'est bien l'interface qui est en jaune, l'interface entre votre code JS et le document. Mais ensuite, on a eu la vague Ajax avec jQuery et compagnie. Du coup, on a commencé à faire de plus en plus de choses dans le navigateur. On a envoyé des formulaires, on a chargé des bouts d'HTML avec jQuery. Ensuite, on s'est dit, non, attends, on va charger du JSON et on va faire le templating côté client. Puis après, on s'est dit, mais tant qu'on y est, on va aussi faire le routing côté client. Bref, on est arrivé dans l'ère des single page applications, que moi j'appelle aussi l'ère du balise body vide et mega fat bundle de JavaScript. Et du coup, là, le premier chargement, il n'est pas très content. Donc aujourd'hui, avec nos outils, on essaye un peu de revenir au meilleur des deux mondes. On a pas mal d'outils qui nous aident à essayer d'avoir un premier chargement qui est très rapide et des navigations consécutives plus rapides que si on faisait un full refresh. Mais il ne faut pas oublier que dans toute cette transition qui a eu lieu depuis les tout débuts du web, en plus de ça, on a eu un web qui est devenu sérieux sur mobile, on a eu du stockage dans le navigateur, des workers, enfin, c'est devenu une vraie plateforme applicative. Et du coup, ce n'est pas des problèmes triviaux à résoudre. Alors, souvent, il y en a qui me disent « Ouais, moi, je fais du Vanilla JS ». Alors, là, il y a deux catégories. Il y a les gens qui essayent le plus possible de se reposer sur les standards, et il y a ceux qui font vraiment tout eux-mêmes et qui recodent tout. Moi, j'appelle ça du YOLO.js. Mais du coup, on va quand même se poser la question, qu'est-ce que nos frameworks nous apportent, en fait? OK. Et donc là, depuis tout à l'heure, j'ai dit framework. Et je vois déjà dans les yeux de certains des gens qui se disent « Ouais, mais React, c'est pas un framework, c'est une librairie. » Il y en a qui se disent ça? Eh bien non, en français, on dit une bibliothèque, déjà. Non, mais en vrai, c'est pas le débat le plus intéressant. Et si vous voulez vraiment discuter de ça, oui, par exemple, Angular est peut-être le plus framework des trois. React, c'est le V de MVC, c'est plus la Vue. OK. Mais au final, ça reste des écosystèmes. Et une fois que vous ouvrez la porte de React, vous avez beau me dire c'est qu'une librairie, au final vous avez le React Router, vous avez le React Bretelle, le React Chapeau, vous avez tout ce qu'il faut de la panoplie React, et vous, enfin je dis vous, c'est pareil avec tous les autres écosystèmes, on a tendance à rester dans tout ce qui correspond à notre écosystème, parce que ça marche et que ça marche bien, quoi. Moi j'aimerais qu'on oublie ces silos verticaux, ok, et qu'on pense horizontal, ouais. Et du coup, j'ai dessiné, ceci est le résultat des années d'études de dessin aux Beaux-Arts. Ceci est une étagère, désolé. Et du coup, on va ranger un peu dans l'étagère ce que font ces frameworks, les solutions qu'ils apportent, de manière un peu plus horizontale, et on va arrêter de tout diviser. Du coup, on va s'intéresser à différentes fonctionnalités qu'apportent les frameworks. Donc la première, c'est le système de composants. Donc ici, je parle bien on va dire, de l'interface de l'API au runtime de votre composant.
comment vous utilisez ce composant-là. Et donc, je ne parle pas de tout le reste du templating, etc. Donc là, ça vient résoudre des problèmes pour les développeurs. On est bien sur, quand votre framework vous apporte un système de composants, ça vous aide à isoler les impacts, à avoir du code réutilisable, etc. Votre utilisateur, il ne voit pas la différence. OK ? Du coup, là-dessus, bien entendu, Angular React et Vue vous apportent un modèle de composants. On va dire que Angular et Vue ont un système assez similaire avec des attributs, des propriétés vers le bas, des événements vers le haut. React, c'est des props vers le bas, et le modèle est assez similaire, mais au lieu d'émettre un événement depuis l'intérieur, vous dites « donne-moi un callback » et moi je vais l'appeler. Mais dans les faits, ça reste à peu près la même chose. Quand on fait un composant, il a des entrées, des sorties, et suivant les frameworks, les subtilités sont un peu différentes. Ensuite, on a le templating. Donc là, c'est pareil, il y a un des 3 écosystèmes. Dès qu'on dit templating, ils font « templating, nous, on n'a pas de template. » Bref, je reviens là-dessus. En fait, côté Angular et Vue, on a plus un template avec un Vue modèle, donc un modèle dédié à la vue qui va être injecté dans les moustaches, là, les trous du template. Côté React, on a plus, si vous regardez la première vidéo d'introduction de React de 2013, on explique l'introduction de JSX. Et donc, ce qu'ils disent chez Facebook, c'est nous, on a tendance à modifier le Vue modèle et le template tout le temps en même temps. Donc, au lieu de les mettre là et là, on va les mettre au même endroit et on va créer JSX. Alors, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je ne pense pas que ça enfreigne la loi de la separation of concerns. Par contre, le fait d'avoir dit on prend JavaScript et on rajoute une syntaxe qui ne sera jamais standardisée et qui fait qu'en fait, on doit mettre à jour tous les bundlers, les linters, les éditeurs de code, les minifiers, etc. pour que ça marche. Si ce n'était pas Facebook qui avait créé ça, on n'en serait pas là aujourd'hui, clairement. Moi, j'ai un problème avec ça, on peut en discuter après si vous voulez, mais le fait de mélanger le JavaScript et le template, ça ne me dérange pas forcément, parce que de toute façon, c'est de la logique de templating. Du coup, là, c'est pareil, ça ne résout pas de problème pour vos utilisateurs, ou presque pas. Ça va peut-être conditionner votre capacité à faire du server-side rendering, mais ça résout la manière dont vous allez écrire votre vue, essentiellement des problèmes que vous avez vous. Donc là, je l'ai un peu évoqué, je ne reviens pas là-dessus, mais chacun a son système. React a ce fameux système avec JSX de virtual... Non, ça j'en parle après. À base de JSX, Vue a plus et Angular des templates dans des strings, etc., avec un langage de if, de boucle, etc. Ensuite, on a le CSS. Qui aime le CSS ? Moi, j'aime le CSS, et j'aime croire que le CSS nous aime aussi. En fait, le problème qu'on a, nous, quand on veut vraiment penser composants, c'est l'isolation des impacts. Moi, ça m'arrive encore dans l'application sur laquelle je bosse. On a du less CSS un peu global, on utilise du BEM, la BEM, pour essayer de ne pas trop dépendre du scope global, mais en vrai, vous voyez. Et du coup, la plupart de ces 3 frameworks, en tout cas Angular et Vue, vous apportent un système pour isoler votre CSS à votre composant. Ils vont réécrire vos sélecteurs CSS, c'est un peu comme s'ils faisaient le BEM à votre place. Côté React, ils disent nous, on est la vue, donc on fait que le template, et le CSS, c'est un peu les outils de la communauté. Donc on a beaucoup de gens qui vont faire du CSS in JS ou des CSS modules, un pattern un peu différent, mais là on commence à voir que peut-être que Angular et Vue sont plus framework que l'autre. Je vais terminer avec en tout cas le 4e point vraiment très important, c'est la manipulation du DOM. Et là oui, ça impacte vos utilisateurs. C'est-à-dire que vous ne voulez pas toucher au DOM. C'est très stateful, vous ne voulez pas vous souvenir de dans quel état sont vos divs actuellement pour est-ce qu'il faut enlever une classe, la rajouter. Non, vous voulez penser d'une certaine manière, à savoir, je donne des données, le template doit ressembler à ça, et après, toi, le framework, tu gères pour que le DOM actuel ressemble à mon template. Ça a énormément d'impact sur la fluidité de votre application et donc sur vos utilisateurs. Et c'est là en fait que Angular, React et Vue ont chacun leur manière de faire. Et ce qui me gêne un peu, c'est qu'historiquement, chez React, on nous a beaucoup marketé, c'est plus le cas aujourd'hui,
Le fait de « ouais, nous, on fait du virtual DOM, du coup, c'est vachement plus rapide ». Donc ce que fait React, c'est avec votre template, ils se disent le DOM doit ressembler à ça, donc ils ont un DOM en mémoire, et ensuite ils ont un mécanisme de diff et de dire le DOM doit ressembler à ça, donc il doit y avoir 3 divs, actuellement il n'y en a qu'une, j'en rajoute 2. Le problème, c'est qu'à force, quand vous avez une très grosse application, potentiellement faire du diffing tout le temps, ça a un coût. Pour atteindre les limites, il faut vraiment y aller, donc ce n'est pas non plus un problème que tout le monde rencontre. Mais ça reste un pattern qui a quelques limites. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pendant mes recherches, je regarde un peu Stack Overflow et tout, et je vois des gens dire mais est-ce qu'il y a un virtual DOM dans Angular ? Attends, qu'essayes-tu de faire ? Quel est ton problème ? C'est-à-dire qu'à la base, ça ne résout pas des problèmes pour toi, le développeur, ou presque pas. Donc tu n'as pas à savoir, plus que ça, comment ça marche sous le capot. La vraie question, c'est est-ce que c'est rapide, fluide, est-ce que ça pète pas mon DOM au niveau accessibilité, etc. Du coup, faut vraiment qu'on arrête de penser de cette manière-là, parce que oui, aujourd'hui, il y a des manières, en tout cas tout aussi intéressantes, différentes du virtual DOM et du diffing, pour manipuler le DOM. Je vais aborder 3 points un peu plus secondaires, en tout cas moins importants que les 4 premiers. Ça va être le server-side rendering. Donc ici, pareil, on va essayer d'améliorer la navigation de l'utilisateur. Et souvenez-vous, potentiellement, si votre site se charge sans JavaScript au premier chargement, bah, il marche dans IE-3000. Ou pas, presque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, forcément, dès que vous avez besoin que ce soit interactif, il va y avoir des problèmes. Mais en tout cas, ça résout ce genre de problème utilisateur. Là-dessus, Angular a sa solution avec Angular Universal. Côté React et Vue, on est plus sur des projets de la communauté. D'ailleurs, Nuxt, les Français notamment qui bossent dessus et le reste de l'équipe, sont assez proches de l'équipe core de Vue. Et enfin, on a besoin d'un routeur. Enfin, ouais, il y en a encore un après. On a besoin d'un routeur, forcément. Ça résout quelques problèmes, mais surtout, c'est là qu'on voit que votre framework vous apporte un peu tout ce qui va ensemble. React, c'est plus un projet de la communauté. Mais au final, est-ce que le routeur a besoin de savoir comment vous faites votre DOM à l'intérieur, etc. Est-ce qu'on ne peut pas découpler un peu tout ça? C'est des questions assez intéressantes à se poser. Je termine avec le state management. Pareil, donc chez React, on a un outil qui a été popularisé énormément, qui est Redux, pour manipuler l'état de manière à essayer de penser de manière simple et de laisser tout ça fonctionner. Chez Vue, on a Vuex qui fonctionne d'une manière assez similaire. Et côté Angular, on va avoir des usages de MobX, de RxJS et peut-être plus à base de stream, comme ça. Alors, dans notre étagère, on pourrait mettre beaucoup plus de choses. On a des frameworks, notamment Angular, qui apportent quasiment des solutions à tous ces trucs-là. Donc, devoir à la maison, vous prenez l'étagère et puis vous cochez, vous regardez dans votre projet, est-ce que mon framework m'apporte tout ça? Et essayez de vous demander, est-ce que la manière dont il le fait a vraiment besoin d'être couplée à tout le reste? Est-ce que quand vous faites de l'internationalisation, on n'est pas juste en train de transformer une string en une autre, une string avec des paramètres en une autre, avec des paramètres de langue ou de monnaie, mais est-ce que c'est vraiment fortement couplé à votre univers et votre framework? Moi, j'aimerais penser que ça ne devrait pas. Après, c'est vraiment un problème aussi simple. Bref, donc, tous ces frameworks et écosystèmes, ils nous apportent des solutions. Ils résolvent des problèmes qu'on n'a peut-être pas, souvenez-vous de ça. Ils résolvent des problèmes pour des catégories de développeurs que vous n'avez peut-être pas dans vos équipes. Et surtout, ce n'est pas souvent leur priorité que vous puissiez facilement vous éjecter du framework, divorcer du framework en fait. Je ne dis pas qu'ils font du vendor lock-in, loin de là. Mais le fait est que très rapidement, votre code va se mélanger et se marier avec le code du framework, alors qu'il y a des parties qui pourraient être un peu mieux découplées. Du coup, moi, j'essaye au jour le jour, c'est un peu je suis là, est-ce que j'ai assez bien découplé mon code aujourd'hui? Sinon, vous voyez un peu le genre. Mais c'est vraiment un truc que j'essaye de m'appliquer le plus. Et surtout, donc ça c'est le couplage, on va dire, technique. Et après, il y a le couplage sentimental. Et
je ne vais pas faire une levée de main, mais je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle qui, comme moi, ont été amoureux de GWT, de AngularJS, de MooTools. On a facilement tendance à tomber amoureux de nos outils et du coup à oublier ce qui se fait ailleurs. Et pourtant, il y a plein de choses intéressantes. Si vous faites du Angular ou du Vue, la communauté React est clairement la plus prolifique en termes d'articles, de podcasts, de tutos, de blogs, de ce que vous voulez. Et il y a plein de leçons à en tirer en termes de design de composants, comment découper les choses, comment échanger l'état, alors que vous n'utilisez pas ce framework-là. Donc essayons tous ensemble, moi aussi je me soigne, d'arrêter de tomber amoureux de tout ça et de s'ouvrir au reste. Pendant mes recherches, encore une fois, Twitter, Stack Overflow, je suis tombé plusieurs fois sur « Non, mais les navigateurs, ils devraient juste standardiser React et c'est bon, c'est fini. » Ouais, alors en fait, c'est vachement plus compliqué que ça. Imaginons qu'on standardise React il y a 1 an. Ok, React, maintenant, il y a des hooks. Ok, on fait quoi? On les met pas? Non, on ne peut pas standardiser une API à ce niveau-là. On peut standardiser quelque chose de plus bas niveau. Mais pas à ce point-là. En tout cas, on peut se poser la question, qu'est-ce que les standards nous apportent comparé à tout ça ou en complémentarité de tout ça? Et là, moi, je vais vous parler de jQuery, parce que j'adore jQuery. Je suis sûr que vous adorez jQuery. Sérieux? Putain. Soit vous êtes trop jeune, soit vous... Je sais pas. Moi, j'aime jQuery. Et en fait, j'aime jQuery parce que jQuery nous a apporté quelque chose de vachement intéressant. On nous a dit on peut aller chercher n'importe quel élément du DOM avec un sélecteur CSS. Ça, c'était quand même super puissant. Après, ils ont aussi apporté l'API fluide, chaînée, etc., qu'on a tous aimé utiliser. Et ce que je note, c'est que jQuery a dit le sélecteur CSS, paf, je viens chercher un élément du DOM. Et ensuite, les gens qui font les standards ont dit mais c'est vachement bien ça. Du coup, on va le mettre dans les standards. Parce qu'on est sur un truc très bas niveau. Et du coup, est arrivé dans les navigateurs le Query Selector et Query Selector All. On a eu la même chose avec les promises, qui ont été au départ des librairies, puis ensuite standardisées au fur et à mesure. Et du coup, moi, je me pose la question, est-ce que ce qui arrive depuis 8 ans maintenant, en tout cas la première fois que quelqu'un a prononcé ce mot il y a 8 ans, est-ce qu'on arrive à quelque chose de similaire? À savoir, les frameworks font ça, les gens ont besoin de ça, du coup on va mettre des trucs très bas niveau dans le navigateur qui puissent être utiles. Et là, moi je vais vous reparler de ma télé. Parce que, luminosité 75% sur l'épisode 803, les vrais savent. Et en fait, moi ce que j'aime bien avec ma télé, c'est qu'encore une fois, le modèle, elle fait que télé, elle fait une couche, la UI, elle a une interface. Bah, c'est un peu comme un composant, alors comme un web component ou un composant de n'importe quel écosystème. Et du coup, bah, c'est quoi l'HDMI de mon web component? Et en fait, si on regarde, dans les web components, on a ce qu'on appelle les custom elements. Donc un custom element, c'est une classe JavaScript qui est en HTML element. Ensuite, on dit au navigateur, bah, quand quelqu'un utilise la balise envar input ici, il faut utiliser cette classe-là. Et après, dans l'HTML, on peut utiliser cette nouvelle balise. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, bah, l'HDMI de mon web component, c'est des attributs, des propriétés, donc un peu comme les props, tous ces trucs-là des différents frameworks, les inputs. Contrairement à pas mal de frameworks, on a la subtilité des méthodes qui sont un peu entre les deux. Et souvenez-vous, votre custom element, il est comme n'importe quel élément du DOM. Et donc n'importe quel élément du DOM, un button, un div, ça a des attributs et des propriétés, et ça a des méthodes. Un input, ça a une méthode focus, un form, ça a une méthode submit, etc. En général, gardez les méthodes sur vos custom elements sur des usages assez rares, on va dire, notamment focus, des trucs comme ça. Et pour les outputs, on a les événements, donc le même système qu'Angular et Vue, et surtout le même système que n'importe quel élément du DOM. Quand vous cliquez sur un bouton, il y a un événement clic qui est pop, et vous pouvez l'écouter sur n'importe quel parent. Ici, vous allez produire un composant qui a le même genre d'interface. Je vous épargne le code. Si je regarde dans mon étagère, le standard custom element
vient m'apporter le système de composants au runtime. Après, on n'est pas au même niveau, d'où les petits pointillés. On n'est pas au même niveau que Angular, React, etc. Mais on commence à s'en approcher. Alors, j'ai dit ne pas tomber amoureux des frameworks. Les standards, ce n'est pas parce que c'est des standards qu'il faut en tomber amoureux aussi. Il y a des problèmes. On ne peut pas faire des built-in elements dans Safari, donc on ne peut pas étendre un bouton dans Safari. Il y a des polyfills, mais bon, c'est un peu chiant. On ne peut pas faire de data binding sur des propriétés, on peut le faire sur des attributs. Donc il va falloir ajouter des getter-setter ou des trucs comme ça. On ne peut pas faire de hot module replacement. Ça vous parle, ça? Je travaille sur un composant de mon application en développement, je fais contrôle enregistré, et mon app ne se recharge pas complètement, mais il y a juste mon composant qui est comme ça, quoi. Ça, on a tous l'habitude d'utiliser ça avec nos frameworks modernes, c'est hyper pratique. Ce n'est pas faisable en tant que tel avec des web components. Alors moi, sur Twitter, pendant mes recherches, je fais « Mais attends, on ne peut pas faire de hot module replacement avec les custom elements ?» Et là, il y a une gentille personne d'un grand GAFAM qui me dit par tweet « Non, mais tu n'en as pas besoin de cette fonctionnalité-là, parce que du coup, ça recharge toute ton application, et si ton application est lente, tu le sais, et du coup, comme tu vas profiter et tu vas améliorer l'expérience de tes utilisateurs. » Condescendance 2000. Je suis pas sûr que... Enfin, je ne vais pas le citer, mais je ne suis pas sûr que les devs de Gmail ou de Google Docs travaillent comme ça. Mais bref. Il y a des trucs bien qui arrivent. Il y a différentes specs qui arrivent pour essayer de résoudre certains problèmes qu'on rencontre actuellement. Ça bouge pas mal et c'est assez intéressant. On a une deuxième partie qui va nous intéresser, c'est le Shadow DOM. Waouh! Attends, tout à l'heure, il a dit Virtual DOM. OK. Donc, vous prenez Virtual DOM et vous le mettez à votre droite. OK. Vous prenez Shadow DOM, vous le mettez à... Je suis dans le bon sens, ouais. À votre gauche. Ça n'a rien à voir. Et je le redis parce que, pareil, sur Stack Overflow, il y a « Ah ouais, trop bien, il y a du Shadow DOM, on n'a plus besoin du Virtual DOM. » Ah non, ça n'a rien à voir. Le Virtual DOM est une manière de manipuler le DOM de manière efficace et intelligente, qu'utilise React et qu'utilise Vue. Le Shadow DOM est un standard qui fait de l'isolation, essentiellement du CSS et un peu d'autres API. Ça n'a rien à voir, c'est chiant, c'est de la faute de personne, et tout le monde mélange, mais ça n'a rien à voir. Donc, essentiellement, ça va isoler votre CSS. Si vous faites button background color blue, votre button à l'intérieur du Shadow DOM, il fait « Haha, je suis dans un Shadow DOM, je m'en fous ». Et à l'inverse, si vous mettez du CSS à l'intérieur, il ne sort pas. À l'exception, et tant mieux, des CSS Custom Properties. On a aussi, grâce au Shadow DOM, la possibilité de faire des slots qui sont assez similaires à ce que fait Vue, et de dire mon composant, il a une UI, et à un endroit, il a un trou, et tu mets ce que tu veux. Et du coup, ça vient compléter un peu l'HDMI de notre télé, et en plus de toute cette API, ça vient rajouter le fait que votre composant supporte ou pas des slots, et supporte, par exemple, donc moins custom prop, c'est du CSS, et de dire, je sais pas moi, moins button color red, et donc ça va traverser le Shadow DOM. Ça vous permet de laisser à l'utilisateur customiser un peu votre composant. Donc le Shadow DOM, c'est à la fois pour isoler votre CSS, et avec le slot, ça fait aussi partie de l'API au runtime de votre composant. Il y a des problèmes. On ne peut pas faire de server-side rendering avec réhydratation de manière simple, c'est vraiment de la bidouille. Par contre, on a encore une fois des specs qui arrivent et qui sont assez intéressantes. Les templates, je suis un peu à la bourre, c'est pas très intéressant. En général, c'est plus des librairies très bas niveau qui vont s'en servir. Et donc, bon, moi sur mon étagère, je le mets là, mais là, c'est même plus des pointillés, c'est des pointillés en opacité 0 avec plein de zéros, quoi. Voilà. On pourra noter notamment la limitation que ce standard qui est dans vos navigateurs n'a pas encore à laquelle on parle, d'interpolation, vous savez, de moustache, quoi, de data binding. Donc c'est à vous de faire ce genre de choses, mais peut-être que ça arrivera. En tout cas, c'est en discussion. Si vous voulez faire des web components, parlez-en avec moi. Allez voir cette super page. Allez voir le Game of Thrones des web components.
Ça, c'est génial. Ça discute de tous les standards. Ah, mais je suis pas d'accord. Ouais, mais toi, tu es de Safari. Ouais, mais moi, je m'en fous. Et bref. Et parfois, ils sont d'accord et c'est cool. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir comment ça évolue et comment ça peut être compliqué d'ajouter la balise template. Une balise qui ne doit pas être interprétée alors que... Enfin bref, c'est hyper compliqué. J'ai aussi 2 comptes Twitter intéressants si vous voulez suivre ce qui arrive dans les navigateurs. Intent to Ship, qui vous parle de ce qui arrive dans Gecko, dans Blink, etc. Et ce compte-là, qui, pareil, vous parle des nouveautés. OK. Alors là, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais au fur et à mesure de mes recherches, moi, j'ai approfondi ma connaissance des différents frameworks et je vous incite vraiment à le faire, à regarder comment font les autres, comment ça marche, à prendre du recul, à arrêter de tomber amoureux de tout ça, pour que demain, votre code soit peut-être un peu moins couplé fortement à ce framework. Et c'est vraiment, à mon avis, la seule manière d'isoler les couches et de pouvoir appliquer les principes solides, separation of concerns, etc. Et donc, pour avoir un code qui est un peu découplé, moi je vais prendre l'exemple qu'on essaye d'appliquer chez Clever Cloud. Et en fait, pour que du code soit facilement remplaçable ou jetable, c'est beaucoup plus facile à faire, logiquement. Je ne sais plus qui a dit ça, hein, désolé, mais c'est beaucoup plus facile à faire quand le code est découplé. Donc moi, au jour le jour, j'essaye, je vous le disais, de découpler les choses. Le but, c'est pas que je puisse changer mes parties toutes les 3 secondes. Le but, c'est que quand j'ai besoin de le faire, que ça ne prenne pas 30 jours. Et surtout que je puisse laisser des bouts de code vieillir très longtemps. Donc le contexte chez Clever Cloud, je vais vous faire une petite démo. Donc ça, c'est l'application... Il y en a qui utilisent Clever Cloud? OK. Clever Cloud, vous faites un git push, on prend votre code, on le met en prod, ça marche. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne l'utilise pas. Voilà. S'il y a des failles, on les gère. Enfin, des failles dans Linux et dans la stack. Hein, après, votre code, c'est votre problème. Mais en gros, c'est ça qu'on fait. N'hésitez pas, j'ai plein de stickers, tout ça. Voilà. Donc, c'est une interface avec j'ai mes applications, mes bases de données, etc. Et comme toute plateforme as a service qui se respecte, sur une application, on peut injecter des variables d'environnement. Et en fait, ici, la stack de cette interface-là, c'est des technos modernes. Et c'est pour ça que je parle d'essayer de se découpler du cycle de vie de la hype. C'est-à-dire que le plus vieux commit sur le repo, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est 2012 ou 2013. Et en fait, techniquement, la base de code est un peu plus vieille que ça. Il n'y a jamais eu de refonte Big Bang. Donc, on fait des templates avec Lodash. Ça marche. On a du CSS global avec l'SCSS. On utilise jQuery, on adore jQuery, avec du Bacon.js. Il y en a qui connaissent Bacon.js? C'est comme RxJS, mais c'est pas connu. Je sais pas pourquoi. Mais c'est des streams, combiner des streams. Les clics sur ce bouton-là, c'est un stream. Le flux HTTP, c'est un stream, et on compose tout ça. Le routeur, c'est un routeur maison qui a été fait en 2009 et quelques. Elle est où la caméra? C'est le chef qui l'a fait, du coup c'est un bon routeur. Et pour le state management, on a du Bacon.js, pareil avec les streams, on fait un peu ça dès qu'on peut. Et en fait, nous, on a des besoins. On veut dire au revoir à Bacon.js au template Lodash, on veut moderniser un peu tout ça. On veut créer des composants avec une interface et une isolation assez forte, parce que demain, on veut potentiellement que notre interface soit réutilisable par des partenaires, par des clients en marque grise, en marque blanche. Et on ne veut pas faire de refonte Big Bang. On n'a pas le budget, c'est pas... Alors là, c'est tout un autre débat sur l'agilité, mais ce n'est pas souvent une bonne idée. On veut essayer d'introduire les nouvelles technos, fonctionnalité par fonctionnalité, soit des nouvelles fonctionnalités sur la nouvelle stack, soit une refonte et une amélioration de l'expérience utilisateur d'un écran sur la nouvelle stack. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, notamment en commençant par cette gestion des variables d'environnement. Et moi, le tips le plus important que je vous donne pour découpler les choses, c'est de... Alors, ouais, d'abord, il y a ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand on dessine un écran en wireframe sur un calepin,
on va avoir une conception du haut vers le bas, qui est un terme pas technique du tout, mais on va faire le plus haut niveau, donc toute la page, ensuite le formulaire global, puis une ligne de formulaire pour éditer une variable d'environnement, et on descend le plus bas possible quand on le dessine. Par contre, quand on l'implémente, on va faire dans l'autre sens. On va implémenter d'abord le plus petit composant. Et pour ça, quand vous travaillez de cette manière-là, ça vous force à penser interface, à découpler les choses, à ne pas vous baser sur le scope global, vu qu'il n'existe pas encore, vu que vous avez commencé par le composant le plus bas niveau. Et pour ça, nous, on utilise un truc qui s'appelle Storybook. Alors, si vous ne connaissez pas, il y a une super présentation de Marie-Laure Thury sur le sujet. Et Storybook, ce qui est bien, c'est que depuis pas très longtemps, c'est plus du tout spécifique à React. Il faut que j'accélère. Donc Storybook, ça ressemble à ça. Ça, c'est notre Storybook. Il est open source, il est public. Vous allez sur blablabla, Clever Cloud Components. Et en gros, c'est une manière de documenter vos composants, de les mettre en scène, de les mettre en avant et de les montrer à tout le monde. Mais ça, pour vous, développeurs, bon, c'est intéressant. Souvent, on n'est pas les plus grands fans de documentation. Mais c'est aussi, avant tout, un outil de développement pour développeurs qui est génial. Et donc, quand je dis on commence par le bas, sur un formulaire qui ressemble à ça, donc voilà, un formulaire avec je crée des variables d'environnement, j'en enlève, j'en ajoute, je les édite, et ensuite je soumets le formulaire. Je commence par le truc le plus bas niveau, à savoir juste une ligne de formulaire, donc juste la ligne que vous voyez là. Par contre, l'avantage, c'est que moi, sur mon écran, je me mets le même composant dans plein de manières. Donc, quand il est vide, quand il est nouveau, quand il a plusieurs lignes, quand il est supprimé, quand il a un nom beaucoup trop long, parce que ça va arriver, quand il a une valeur beaucoup trop longue, quand il charge, quand il est... Bref, vous voyez l'idée. Si vous mettez ça sur un seul écran dans cet outil-là, vous travaillez sur votre composant, faites CTRL-S et vous faites « Ah ouais, ok, donc là, dans ce cas-là, ça marche, dans ce cas-là, ça marche. » Je ne peux plus me passer de ça. Et ça me pousse vraiment à penser découpler de mon application. On développe tous nos composants dans un repo Git qui est public aussi, qui n'est pas le repo de l'application dans laquelle, donc je vous remontre ce composant, qui n'est pas l'application dans laquelle il est utilisé. Mais ayant pensé de manière découplée avec l'HDMI de mon web component, donc des inputs et des événements, je peux le brancher dans du legacy très facilement. Et on l'a aussi branché dans une application qui s'appelle Clever Grid, qui est faite en Vue.js. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, la première étape pour vraiment découpler les choses. Alors, on utilise lit-element et lit-html. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une présentation juste après moi sur le sujet. C'est un petit layer par-dessus vos web components qui va vous simplifier pas mal les choses. Et surtout, donc, pour terminer sur cette partie-là, on essaye de découpler les choses, on arrête de mélanger les couches et on isole les couches. Et avec Storybook, nous, on va isoler notre layer d'interface. Ensuite, donc le composant n'a pas à savoir d'où vient la donnée, n'a pas à savoir qu'à quelque part, il y a un routeur. Si on travaillait un peu mieux comme ça, on pourrait peut-être avoir un routeur qui n'a aucune connaissance de comment marchent nos composants, en fait. Il a juste à dire, bah, dans l'URL, il y a l'ID du je ne sais quoi, et bah, je le passe au composant et il se débrouille, quoi. Donc l'idée, ce qu'on essaye de faire, encore une fois, dans notre contexte, c'est de réduire l'adhérence avec le global pour se découpler de tout ça. Je suis grave à la bourre. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Ouais, Clever, ils font des web components, ils se sont gourés, etc. De toute façon, il faut faire des choix pour les 5 prochaines années. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas la question de « Ah, j'ai choisi le meilleur framework ». Non, on s'en fout. La question, c'est... Oui, on s'en fout. La question, c'est combien ça coûte de changer d'avis. C'est ça, la question. Et si on est marié sentimentalement, techniquement à nos outils, etc., on ne peut pas les virer quand ils ne répondent plus à notre problème facilement, en fait. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Alors déjà, méfiez-vous des gens qui vous prédisent le futur. Voilà. Attention, je vais prédire le futur. Non, en fait, il y a une trend que je trouve intéressante qui est le fait de dire
nos frameworks vont devenir un peu plus des compilateurs. Donc ici, c'est un blog de Rich Harris qui a créé Svelte.js, où il parle un peu de ce sujet-là, c'est assez intéressant. On a aussi un blog post de Tom Dale qui a co-créé Ember, et qui parle de ce sujet-là. Et en fait, moi, ce que je vois dans mon triangle, c'est que sur notre fat bundle de JavaScript, on va le réduire un petit peu au fur et à mesure et mettre des fonctionnalités, pas tout, hein, mais dans le navigateur, et d'autres fonctionnalités au build côté serveur, en fait. Alors, comment ça s'est passé cette thérapie? Merde, ouais, non, ouais. Alors, monsieur Sablonnière, comment ça s'est passé cette thérapie? Bah, je sais pas trop, ça va. En fait, c'est embêtant, on a 50 minutes, c'est un sujet qui me passionne, je pourrais en parler pendant des heures, ça tombe bien, je suis là pendant 2 jours. Mais j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, par contre, j'ai essayé de partager mes grilles de lecture. J'ai essayé de redire aux gens de pas tomber amoureux de leurs outils, parce que ça a un impact sur la maintenance des applications, sur la manière dont on peut produire une nouvelle fonctionnalité le plus rapidement possible. Après, il faut que chacun adapte ça à son contexte, donc c'est pour ça que j'ai essayé plus de donner des grilles de lecture. Pour le problème numéro 1, j'ai essayé de rappeler les besoins des utilisateurs et utilisatrices, les besoins des développeurs. Après, bien sûr, un navigateur web aujourd'hui, c'est une plateforme applicative hyper complexe, donc on a besoin d'outils. On ne va pas dire les frameworks, c'est de la merde. Et en même temps, il faut s'intéresser aux standards et regarder ce qui se passe. Pour le problème numéro 2, j'ai essayé de décortiquer, d'arrêter de penser en silo, etc. Ouais. Ouais. Et du coup, vous leur avez parlé de la super télé qu'on avait il y a une dizaine d'années? Ouais, alors pour le problème numéro 3, j'ai essayé de reparler de ma télé et surtout, l'idée de ce qu'on essaye de faire chez Clever et que plein d'autres gens essayent de faire, c'est d'arrêter de faire des télémagnétoscopes, d'arrêter de faire des composants qui mélangent toutes les couches, qui fait que demain, quand on tire un spaghetti, il y a tout le plat pour toute la famille qui arrive avec. Et parce que ça a vraiment un intérêt demain, tout le monde est peut-être pas comme nous avec une équipe où il n'y a presque pas de turnover, où on est très peu sur le front-end, mais en tout cas dans notre contexte avec certaines parties de code qui sont plus vieilles enfin pas que le public, mais qui sont assez vieilles, c'est hyper important. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, docteur, parce que ça m'a beaucoup aidé. Je tiens à remercier le groupe de discussion un peu grand de m'avoir suivi jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup. Merci.